Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire la démonstration d'une application de gestion des demandes d'exercice de droit du RGPD. En premier lieu, ce que nous allons voir, c'est le workflow métier que nous avons défini pour régler le problème des demandes d'exercice de droit du RGPD. Ensuite, je vous ferai la démonstration de l'application qui a été créée via la plateforme Daylight. Et ensuite, une petite démonstration de comment on peut modifier cette application via Daylight. Le RGPD, qu'est-ce que c'est? Le RGPD, c'est le Règlement général de protection des données, qui a pour objectif de redonner le pouvoir aux utilisateurs sur les données qu'ils donnent aux différentes entreprises sur Internet. Les conséquences pour les entreprises sur Internet sont multiples. Parmi elles, il y a la gestion des demandes d'exercice de droit. Et aujourd'hui, ces demandes d'exercice de droit sont au cœur du sujet. Nous allons voir comment une application, à travers un workflow métier, peut gérer les différentes demandes d'exercice de droit au sein d'une entreprise. Pour commencer, je vais commencer par présenter le workflow sur lequel l'application est basée. Ce workflow métier est basé sur 3 rôles différents, le DPO, les responsables et les correspondants. Le DPO dans une organisation va être celui qui va avoir la responsabilité du respect du RGPD. Dans notre cas et dans notre workflow, c'est celui qui va donc discuter avec le demandeur, celui qui va faire la demande d'exercice de droit, pour ensuite analyser sa demande et créer une demande. Les responsables vont être les personnes en charge de la gestion des différentes demandes d'exercice de droit au sein de l'entreprise. Et enfin, les correspondants vont être ceux qui vont effectuer les actions sur les bases de données ou tout simplement réaliser les différentes actions. Maintenant que je vous ai présenté les 3 rôles, parlons un peu de ce workflow. Tout d'abord, le DPO, via un formulaire, va créer une demande. Cette demande ensuite va être partagée au responsable qui, à partir de cette demande, va analyser les différentes informations et assigner cette demande aux différents correspondants. Chacun des correspondants va avoir un ticket attribué et ce ticket va être le cœur du sujet pour le correspondant. Le correspondant, avec son ticket qui lui a été partagé, va devoir ensuite passer par plusieurs étapes. La première, c'est le recensement. Le correspondant va devoir donc recenser la personne dans la base de données qu'il possède et envoyer une preuve de l'identification de la personne. Si la personne n'a pas été identifiée, alors dans ce cas-là, le ticket retourne du côté du responsable, mais nous en parlerons un petit peu plus tard. Si au contraire, la personne a été identifiée, alors le ticket passe en état identifié. Alors dans ce cas-là, le correspondant va pouvoir effectuer son action EDPR. Donc par exemple, une suppression, une modification, un accès, cela dépend de la demande. Exactement comme pour le recensement, il va devoir également envoyer une preuve de son action. Et ensuite, après cette preuve envoyée, il va pouvoir envoyer son ticket pour validation. Avant de passer à l'étape suivante, je voulais préciser que les preuves pouvaient être tout simplement des captures d'écran de base de données identifiant ou non la personne avant et après les actions. L'étape d'après, c'est la validation du ticket. Si le responsable pense que le recensement ou l'action n'a pas été suffisante, alors il peut renvoyer le ticket au correspondant pour qu'il réeffectue son action ou son recensement. Cet aller-retour peut se faire autant de fois qu'il est nécessaire, jusqu'à ce que le ticket soit enfin validé. Enfin, une fois que chaque correspondant a terminé son ticket et que tous les tickets de la demande sont terminés, la demande va être validée. Enfin, après la validation de cette demande, il ne restera qu'au DPO d'archiver cette demande quand il le souhaitera. Maintenant que le workflow est plus clair, nous allons passer à la démonstration de l'application. Nous voilà sur l'écran du DPO. Pour que ce soit plus simple à suivre pour vous, en haut à gauche, il y aura écrit le nom du rôle que nous interprétons à chaque moment de cette présentation. Comme vous pouvez le voir actuellement, il y a 3 onglets, un onglet demande, un onglet historique et un onglet analytics. Nous allons nous voir les 2 onglets plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'écran qui est en face de nous. Comme vous pouvez le voir, le DPO que nous interprétons actuellement a 3 différentes demandes en cours. Dans cette table, nous pouvons également voir que chaque demande a un ID, des informations sur un demandeur, un état, un type, une date d'accusé de réception, le temps restant avant la limite de traitement de la demande et le temps restant avant la limite de traitement des tickets, ainsi que des boutons d'action. Dans notre cas pour la démonstration, nous allons créer une nouvelle demande. Nous arrivons sur ce formulaire et nous allons pouvoir choisir plusieurs choses. D'abord, le type de notre demande. Dans notre cas de démonstration, ce sera une demande de suppression. Ensuite, plusieurs dates sont déjà rentrées qui sont des dates légales ou optimisées pour le traitement de la demande. Donc, nous n'allons pas y toucher ici. Sachez simplement que toutes ces dates sont évidemment modifiables. Enfin, il y a un commentaire.
Le commentaire est optionnel. Il est là uniquement pour aider le DPO et le responsable à se comprendre. Enfin, très important, il y a les différentes informations du demandeur. Voilà, ma demande est terminée, je vais pouvoir envoyer cette demande. Comme vous pouvez le voir, j'ai une demande de type suppression qui a été créée et il me reste 11 jours pour le traitement des tickets et 29 jours pour le traitement de la demande. Je peux afficher les différents commentaires et modifier cette demande si je le souhaite. Du côté du DPO, c'est terminé, il n'a plus rien à faire, il doit attendre le traitement de cette demande. Nous allons donc passer du côté du responsable. Nous voilà sur l'écran du responsable. Nous allons synchroniser les données. Hop, et notre demande est arrivée. D'ailleurs, nous pouvons voir qu'elle est dans un état spécial par rapport aux autres. C'est parce que c'est une demande qui est assignée. Mais avant de passer par là, regardons un peu à quoi ressemble l'écran. Nous pouvons voir que la table est quasiment identique, seules les actions changent. Mais nous irons voir ça un petit peu plus tard. Première chose, nous voulons assigner notre demande. Pour ça, ce petit bouton avec les deux flèches va permettre d'assigner la demande. En cliquant dessus, une dialogue avec la table des différents correspondants dans mon entreprise va apparaître. Dans notre cas, il y a 3 correspondants. Les correspondants 1, 2 et 3. Pour que la demande ne dure pas trop longtemps, je vais seulement assigner un ticket au correspondant numéro 1. Donc je vais décocher ces 2 cases et cliquer sur assigner. Dans ce cas-là, on peut voir que j'ai bien mon état. Ceci étant fait, nous pouvons voir que notre demande a bien été passée en assigné, avec ce petit logo orange ici, et que notre bouton d'action a changé également. Nous avons le logo des tickets et le nombre de tickets actuels. En cliquant sur ce bouton, nous allons changer d'écran et nous arrivons sur la table des différents tickets. Donc si je clique sur tous les tickets, nous pouvons voir que j'ai un ticket assigné au correspondant numéro 1. Si j'affiche ce ticket, je peux voir quelques informations comme qui est le correspondant, qui est le demandeur et qu'est-ce qui est en cours. Pour l'instant, le recensement est en cours, donc le responsable n'a pas grand-chose à faire. Je peux retourner sur mes demandes et attendre que le travail soit fait. Passons donc à l'application du correspondant. Nous voilà sur l'application du correspondant, qui est bien différente des autres, puisqu'elle n'a qu'un onglet ticket. Comme vous pouvez le voir, notre correspondant a 4 tickets en cours. Parmi ces tickets, 2 sont validés, un est en attente de validation du responsable, et un est à traiter. Celui qui est à traiter, c'est celui qu'on a créé précédemment. Donc nous allons afficher ce ticket, et nous allons pouvoir réaliser enfin nos actions. La première chose à faire, c'est le recensement. C'est à ce moment précis que le correspondant va aller en dehors de l'application pour réaliser son action, donc analyser la base de données, pour voir si le demandeur est identifié. Dans notre cas, disons que le correspondant n'a pas identifié la personne, et qu'il va envoyer une preuve pour montrer que la personne n'existe pas dans la base de données. Ici, il y a un petit bouton afficher les preuves pour afficher la preuve de recensement. Et le correspondant, ayant fait son recensement, va valider son recensement. Et c'est ici que commence le ping-pong. Donc je vais retourner dans mes tickets et je vais aller du côté du responsable. Je vais synchroniser mes données. Et comme vous pouvez le voir, le bouton a changé. J'ai bien un ticket, mais j'ai également un ticket à traiter. Je vais donc cliquer sur le bouton et je peux voir que le ticket est bien à traiter. Je vais afficher l'intérieur du ticket, afficher les preuves, analyser si la preuve est suffisante. Et dans notre cas de démonstration, je vais dire que la preuve n'est pas suffisante et je vais refuser le ticket. Retournons du côté du correspondant. Synchronisons nos données. Et vous pouvez voir que le recensement a été refusé. Je vais retourner sur mon ticket. Le correspondant va de nouveau effectuer son travail du côté du recensement, envoyer de nouvelles preuves. Et cette fois-ci, il va trouver que oui, effectivement, dans la base de données qu'il n'avait pas analysée, le demandeur a été identifié. Dans ce cas-là, il va valider son recensement et une nouvelle étape apparaît, une étape de suppression. Dans ce moment-là, exactement de la même manière, il va pouvoir envoyer une preuve pour sa suppression. Passons du côté du responsable maintenant. Nous allons synchroniser les données. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, 2 actions sont apparues. De même manière, je peux afficher les différentes preuves qui m'ont été envoyées pour la suppression et pour le recensement. Et je vais pouvoir valider ces actions. Dans notre cas, nous allons dire que les preuves sont suffisantes et que nous allons pouvoir valider les deux. Nous allons retourner sur la demande et voir que tous les tickets, notre seul ticket en réalité, a été validé.
je peux voir que ma barre de progression est remplie et qu'un bouton validation est apparu. Je vais alors valider ma demande. Cette demande a bien été validée. En passant du côté du DPO, en synchronisant mes données, nous pouvons voir que cette demande a bien été validée. Comme vous pouvez le voir, cette demande a bien été validée. Alors il ne me reste qu'à archiver ma demande. L'archivage des demandes est important, puisque une fois archivée, une demande n'est plus dans le cycle de vie de ce workflow. Une fois archivée, ma demande va apparaître dans l'historique. Nous voilà dans l'historique. Dans l'historique, il y a toutes les demandes qui ont été archivées. Par exemple, celle de Rennes. Nous pouvons voir que celle de Rennes était une demande de rectification, avec les différentes informations sur Rennes, ainsi que les différentes preuves qui ont été apportées par chaque correspondant ainsi que leur action. Nous pouvons voir que par exemple le correspondant 2 n'a pas identifié le demandeur et a envoyé cette preuve-là. Nous pouvons télécharger en PDF notre demande et voici le résultat. Le dernier bouton est une manière de voir un peu les différentes actions créées par tout le monde, mais il est toujours en développement. Pour l'instant, c'est une période de test. On peut voir par exemple que la demande a été créée à telle heure par telle personne pour l'instant. Enfin, pour terminer, voici l'onglet Analytics. Voici quelques exemples de ce que nous pouvons faire avec les différentes données des demandes d'exercice de droit. Par exemple, là, nous avons les différents types de demandes qui ont été créées. Nous pouvons voir que les demandes les plus demandées sont par exemple les suppressions. Ensuite, voici un autre graphique qui montre le nombre de demandes par correspondant, et parmi ces demandes, lesquelles sont des demandes où il identifie la personne, et le nombre de demandes où il n'identifie pas la personne. Voilà pour la démonstration de l'application. Maintenant, nous allons essayer de modifier quelques morceaux de l'application pour vous montrer un peu comment ça se passe de l'autre côté. Donc en cliquant sur le bouton d'édition en haut à droite, je vais passer en mode d'édition d'application. Une fois en mode édition, l'application marche toujours. Il me suffit de cliquer sur un composant pour de nouveau l'utiliser comme si j'étais en mode run. Je vais donc cliquer sur ma barre de navigation et naviguer jusqu'aux demandes. Une fois dans les demandes, nous pouvons voir que certains composants sont grisés parce qu'ils sont tout simplement cachés par une condition. Mais si nous descendons, nous pouvons voir le reste de notre application avec la fameuse table. Si je continue de descendre, je vais pouvoir aller jusqu'à la bout de dialogue d'édition de demande. C'est celle que nous allons modifier pour l'exemple. Disons que par exemple, nous voulons mettre les commentaires dans une tab différente. Pour ceci, je vais choisir Tabs et je vais pouvoir aller ajouter une nouvelle tab ici. Je vais aller monter cette tab et je vais l'appeler commentaires. Dans cette table, je vais pouvoir mettre les commentaires du DPO, mais également le commentaire du demandeur. Juste pour que ce soit un petit peu plus joli, je vais cliquer sur Justifier pour que mes tabs soient bien centrés. Comme j'ai sélectionné mon composant, je peux l'utiliser et cliquer sur Commentaire pour passer la deuxième tab. Dans ce cas-là, nous pouvons voir que j'ai bien un container vide. Je vais alors aller dans mon choix des composants. Je vais aller dans Basic Components et je vais choisir des inputs. Je vais en ajouter 2. Dans mon premier cas, je vais aller dans les propriétés, choisir un label qui sera commentaire du DPO. Je vais choisir mon autre input en bas et je vais mettre commentaire du demandeur. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas assez de place pour le commentaire du DPO ou le commentaire du demandeur. Alors j'ai le choix, je peux aller dans Basic Component, mettre une text area, rechanger, refaire mes propriétés, mais je peux aussi utiliser le bouton Edit pour changer le composé sélectionné, donc Switch to Text Area View, pour transformer mon composant dans un composant compatible. Dans notre cas, une text area. Hop. Et voilà, je viens de transformer mon composant. Je vais faire de même pour le demandeur. Parfait, comme ça à droite, je peux par exemple dire que je veux 5 lignes pour le commentaire de DPO et 5 lignes pour le commentaire du demandeur. De cette manière, si je clique sur ma text area et que je commence à écrire, nous pouvons voir que ce commentaire fonctionne très bien. Maintenant, c'est bien beau, mais comment le faire fonctionner avec notre formulaire? Pour ça, retournons sur notre premier écran. Cliquons sur Commentaires et voyons voir ce que nous avions fait. Dans l'onglet Data, je peux voir que sa data source était le parent et qu'il y avait un champ qui était Comment.
et que la valeur par défaut de mon commentaire était nulle. Si je sélectionne le composant parent, je peux voir le schéma de données que possède le composant. Comme on peut voir, j'ai bien mon commentaire qui est nul. Ainsi que mon demandeur qui possède bien un commentaire. Enlevons donc ce composant que nous voulons déplacer ailleurs. Et allons dans notre onglet commentaires. Sélectionnons notre composant. Choisissons la donnée. La data source, nous allons voir, c'est le parent. Comme on peut voir, toutes nos données apparaissent. Mais nous allons choisir un champ en particulier, c'est le champ commentaire. Je vais donc copier ce champ, le coller. Et comme nous pouvons voir, notre champ est bien égal au champ commentaire. Je vais également lui mettre une valeur par défaut à nul, en utilisant la fonction. Et maintenant, si j'écris un commentaire ici, il devrait apparaître à droite. Ainsi que, en sélectionnant mon parent, dans le commentaire du parent. Parfait, faisons pareil pour le demandeur. Il y a une petite particularité pour le demandeur, puisque la data source du parent n'est pas la data source que l'on souhaite. Nous souhaitons la data source du parent .requester. Pour cela, je vais passer en mode fonction, supprimer ce qu'il y a dans data source. Je vais faire un $D qui va permettre de récupérer la data d'un certain composant, entre parenthèses parent .requester pour demandeur. Dans ce cas-là, je récupère bien mon objet avec mon email, mon first name, mon last name et mon comment. À ce moment-là, je vais pouvoir mettre comment ici. De même, je vais mettre une valeur par défaut. De la même manière, je suis censé pouvoir maintenant écrire « Ceci est un commentaire ». Si je sélectionne le composant parent, nous pouvons voir que mon commentaire est bien apparu. Enfin, allons sur la table « Information du demandeur » pour supprimer ce commentaire. Super, essayons de jouer notre application. Je fais play. Pour l'exemple, j'ai fait réapparaître notre demande démo de tout à l'heure, dans laquelle il y avait 2 commentaires. Ces 2 commentaires-là. Je vais donc maintenant éditer ma demande. Et si je vais dans l'onglet commentaires, nous pouvons voir que les commentaires sont bien apparus. Je peux donc les modifier. Et appliquer les modifications. Ici, je suis censé pouvoir voir maintenant que c'est un super commentaire de DPO. Merci de votre écoute, j'espère que cette démonstration vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur daylight.io, puis cliquez sur plateforme si vous voulez tout simplement vous inscrire sur la plateforme et commencer à utiliser l'outil. Merci beaucoup et à une prochaine fois.